Je voudrais également remercier de sa présence M. Codorniou, qui représente ici le Conseil régional. Et passer maintenant la parole à M. Lovicki, qui est administrateur de l'APEA de Montpellier et qui représente les associations de milieu ouvert du Languedoc-Roussillon. Je vous en prie. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Avant de commencer mon allocution, vous me sentez peut-être un peu ému parce que je suis audois, j'ai grandi dans l'Aude et chaque fois que je passe par Narbonne, je trouve que cette ville embellit de mois en mois et peut-être de jour en jour. Et la beauté de cette salle me convainc que cela n'est pas fini. Et à ce propos, ancien chef d'établissement, je voudrais relever que la décoration de cette salle a été réalisée par des élèves du NEREA, d'un lycée de Perpignan, et je souhaiterais qu'on les applaudisse. C'est en effet pour moi un plaisir de prendre la parole au nom des 6 associations qui ont œuvré pour la réalisation de ces assises du Carrefour national des AEMO organisées à Narbonne. Cette démarche de préparation, pilotée par nos amis de l'ADSEA 11 et par les membres nationaux du groupe d'organisation des assises, a été une action collective. Dans un moment où les incertitudes concernant le lendemain pèsent, où les inquiétudes s'expriment, où le repli sur soi prend souvent le dessus, nos associations ont ainsi une nouvelle fois démontré leur capacité à se rassembler, à se fédérer autour d'un même objectif, la protection de l'enfance. Ce souci d'avancer ensemble, de porter une parole politique, de faire vivre des valeurs de solidarité, de complémentarité, il existe fortement dans notre région. C'est une richesse qu'il s'avère nécessaire de faire fructifier. Dans l'Hérault, une charte associative a été élaborée entre les associations de protection de l'enfance. Elle permet ainsi aux associations de s'exprimer d'une seule et même voix et d'affirmer avec plus de force leur positionnement politique. En Languedoc-Roussillon, les directeurs des services de milieu ouvert se rencontrent régulièrement dans le but de partager leurs préoccupations, mais bien plus encore leurs outils, méthodes et savoir-faire. Cette proximité qui existe entre services s'est pleinement traduite dans l'engouement qui s'est manifesté pour la préparation de ces assises nationales. Ainsi, avec le soutien de nos fédérations, le CNAEMO, la CNAP, la FN 3S, les échanges, les réflexions, propositions, initiatives traversent nos associations et nous aident à faire face aux enjeux qui se posent à notre secteur d'activité. Cette synergie est aujourd'hui indispensable pour relever les défis qui se font jour et s'accentuent, et en particulier celui de la pauvreté. Je voudrais maintenant m'adresser aux travailleurs sociaux présents majoritairement dans cette salle et à travers eux à l'ensemble des professionnels
de notre secteur d'activité. Comme le met en évidence le thème de ces assises, vous intervenez au quotidien auprès de ces publics confrontés aux plus lourdes difficultés. À part vous, rares sont aujourd'hui les professionnels à continuer à se rendre au domicile de ces familles. Ils sont rares à maintenir ce travail de lien, à accompagner, à soutenir. Ce travail de fond, qui est votre travail, n'est pas médiatisé. Et quand il l'est, le résultat est rarement à votre avantage. Aussi, je voudrais profiter de cette tribune pour vous rendre hommage et vous remercier pour la qualité de vos interventions. Je le fais ici au nom des présidents des associations, mais aussi, pardonnez-moi cette parenthèse personnelle, au nom de l'Éducation nationale. Sans vous, l'école aurait beaucoup plus de difficultés qu'elle n'en connaît aujourd'hui. Je ne doute pas, au regard de l'important travail de préparation réalisé, 1 an et demi, m'a-t-on dit, de la réussite de ces assises. Je souhaite qu'elles représentent un point d'appui pour la poursuite de vos missions. Je remercie l'ensemble des acteurs qui ont permis la mise en place de ces assises. Je vous remercie. Voilà, et j'ai plaisir évidemment à laisser maintenant la parole à Jean-Marc Lépinet, président du CNAEMO. Bonjour. Bon, avant d'aborder plus précisément le thème de nos 35e assises à Narbonne, je tiens évidemment à saluer M. César, maire adjoint de Narbonne, Mme Jourdet, mais qui apparemment est empêchée, mais elle devait intervenir, peut-être qu'elle viendra en cours de journée, donc vice-présidente du Conseil général et bientôt Conseil départemental de l'Aude, M. Cordognou, représentant le Conseil régional, Mme Mogli, donc directrice territoriale de la protection judiciaire et de la jeunesse. Puis je veux aussi nommer les 6 associations qui ont participé à la tenue de ces assises, l'ADSEA, Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, le CSEB, Comité de sauvegarde de l'enfance biterroise, l'APEA, Association pour la protection de l'enfance et de l'adolescence, l'enfance catalane, protection de l'enfant des personnes en difficulté, l'ADAGE, Service d'observation et d'action éducative, et le Comité de protection de l'enfance et de l'adolescence. Et M. Levici, qui représente évidemment l'ensemble de ces associations. Je voudrais remercier aussi l'ensemble des membres du GOA, ainsi que la commission assise, qui ont participé effectivement depuis 1 an et demi à l'élaboration de la tenue de ces assises, et puis le groupe régional. Et puis bon, sans faire de jaloux, je voudrais quand même particulièrement nommer M. Eric Ruhlmann, le porteur du projet de ces assises, et puis Patricia Alizé et Stéphanie Almendros, nos 2 délégués régionales, qui ont beaucoup œuvré pour faire de ces assises, pour faire que ces assises se tiennent dans cette belle ville de Narbonne. Bien, avant donc encore un petit préalable, avant d'intervenir proprement dit sur les assises, je vous invite à prêter attention quand même à tout ce qui va être dit concernant les prises de parole du CNAEMO, parce que les assises c'est effectivement important, on est là ensemble pour décliner, pour réfléchir à un thème particulier, mais on veut aussi vous rendre compte de la vie du CNAEMO, que le CNAEMO, eh bien évidemment, il a un certain nombre d'activités, il a un projet politique, et puis vous rendre compte de cela, c'est aussi vous dire en quoi nous tenons nos engagements, et que nos engagements, ils reposent sur notre projet politique qui a été réélaboré en 2012, qui repose sur 3 piliers essentiels, une veille sociale sur l'évolution des politiques publiques et sociales, un enjeu de transmission, et les assises font partie de cette transmission, mais il y a bien d'autres aspects, il y a notamment la formation, on a mis en place des modules de formation, dont cette année, la formation des secrétaires qui marche très très fort cette année. Et puis aussi la recherche. Le CNAEMO est une association qui a toujours voulu être en permanence en réflexion et donc en recherche.
et on a mis en place depuis quelques années ce qu'on appelle le carrefour d'observation de ressources et de recherche. Ce carrefour, cette commission a beaucoup travaillé déjà. Elle a répertorié l'ensemble des services et des associations qui œuvrent dans le champ de la protection de l'enfance et particulièrement du milieu ouvert. Donc ça, c'est déjà un travail terminé. Et là, on commence par l'envoi de questionnaires à essayer d'abord de récupérer ces questionnaires et de pouvoir les analyser. Or là, on est confronté effectivement à une difficulté qu'on avait probablement mésestimée. Et on s'aperçoit qu'effectivement que le retour de nos questionnaires peine à venir. On a à peine 30% de retour. C'est une vraie difficulté, mais encore une fois, j'en profite aussi pour inviter ici les services, les associations à répondre. Alors peut-être que nos questionnaires sont trop complets, sont trop importants, mais c'est avec vous qu'on pourra relever cet enjeu de la recherche. Je pense que nos interventions au niveau national, quand on a été interpellé dans différentes instances, on est écouté, mais si on n'a pas un minimum de chiffres qui donnent du poids à nos arguments, on voit bien que qu'on peine un petit peu à être entendu. Donc voilà, donc je vous invite à être très attentif à cette démarche-là. Bien, j'en viens maintenant à notre thème proprement dit. AMO, AED, contrôle social des pauvres. C'est une question récurrente qui traverse les métiers du social, une question obsédante, tant elle est présente et s'impose dans nos esprits de travailleurs sociaux. C'est une question, pour ainsi dire, lancinante, tant nous sommes en prise directe avec les souffrances sociales. C'est une question nécessaire, tant nous constatons les contradictions flagrantes de notre société, avec des inégalités croissantes et parfois même obscènes, qui mettent quotidiennement à mal nos principes républicains. Quel jugeons-nous? À quoi servons-nous au bout du compte? De telles interrogations révèlent en fait notre vigilance éthique pour bon nombre d'entre nous, et surtout notre vigilance politique quant au rôle qu'on voudrait peut-être nous assigner. Mais n'oublions pas à cet égard que nous participons de cette politique et qu'à ce titre, même si nous disposons de marge de manœuvre, nous sommes des agents d'une politique qui ne dit pas toujours son nom. Mais se poser une telle question, aussi importante et légitime soit-elle, nécessite au préalable quelques précisions, voire quelques éclaircissements quant à la notion même de contrôle social et quelques rappels quant aux finalités de notre mission. Le concept de contrôle social est selon nous envisagé tout d'abord sous l'angle sociologique comme une théorie, et aussi dans son contexte historique et donc politique. Michel Chauvière, qui a rédigé un article dans la revue Espace Social que vous pourrez trouver dans vos mallettes, met bien en évidence cette influence qui a été cette théorie a été particulièrement influente dans les années 70. Le concept de contrôle social, nous dit Romuald Bodin, est envisagé dans notre pays à partir de deux tendances sociologiques bien identifiées. L'une est inscrite dans la tradition dite fonctionnaliste d'Émile Durkheim, qui, en inventant le concept même de société, a pensé ces formes de régulation pour justement faire société. Il y a dans cette tradition une dimension positive du travail social et donc du contrôle social qui doit participer à la socialisation des individus. Ce processus de socialisation doit concourir à la diffusion et à l'intériorisation des normes sociales, afin d'éviter toutes les formes de déviance. Ce processus de socialisation doit maintenir le tout social, cher à Durkheim, et doit ainsi s'attacher à favoriser la cohésion sociale par la production de normes. Cette tradition, aussi importante soit-elle, ne peut rendre compte à elle seule, selon nous, de la réalité du travail social. L'autre tradition plus récente, dite conflictualiste, marquée par l'empreinte de Michel Foucault, entre autres, je vous renvoie à son ouvrage « Surveiller et punir », et un autre ouvrage qui décrit assez bien l'état d'esprit de l'époque pour de nombreux intellectuels et travailleurs sociaux, la revue Esprit d'avril 1972, dont le titre est assez explicite, « Normalisation et contrôle social, pourquoi le travail social ?» Cette tradition conflictualiste considère en effet que la société est incapable d'intégrer les différences, mais qu'au contraire, c'est la société elle-même qui les produit par un système social inégalitaire et les catégorise en organisant son traitement par l'exclusion, la marginalisation. Les normes sociales sont donc définies selon cette tradition dans un système inégalitaire où règnent des rapports de pouvoir qui produisent différentes formes de domination. En ce sens, le travail social est un contrôle social qui est par essence coercitif parce que normatif. Ces deux conceptions du travail social insuffisantes prises séparément, qui incluent le concept même de contrôle social, rendent compte, selon nous, d'une tension intrinsèque au travail social. En effet, le contrôle social ne se réduit ni à la seule régulation-socialisation
ni à la seule répression des déviances. Le travail contrôle social constitue, nous rappelle Romuald Bodin, le processus d'ordonnancement de la réalité sociale qui est nécessairement au principe de l'une et de l'autre. En ce sens, le travail social est une institution productrice de sens qui ne peut faire fi des rapports de domination. Pour autant, le contrôle social ne signifie pas systématiquement domination. Il peut l'être ou le devenir, et il doit être, dans une société démocratique et républicaine, le support ou la condition nécessaire de toute action sociale individuelle et collective. Et c'est bien dans cette perspective que nous devons penser le travail social. Il peut et doit être d'abord facteur d'émancipation, mais peut devenir à tout moment facteur de domination. Il va sans dire que le CNAEMO s'inscrit délibérément dans cette tradition émancipatrice du travail social, mais nous restons toujours en veille quant à certaines évolutions législatives qui pourraient faire de la protection de l'enfance un appareil coercitif. Nous restons et resterons foncièrement toujours vigilants quant à des dérives toujours possibles dans nos pratiques éducatives quotidiennes. La protection de l'enfance est un service public, certes décentralisé, certes pour partie délégué au secteur associatif, mais nos interventions doivent s'inscrire résolument dans notre état de droit. Or, l'État, nous rappelle Pierre Legendre, est le garant des places structurales, c'est-à-dire des catégories de la reproduction. Il garantit les montages de la filiation. Notre tradition juridique, nous rappelle-t-il, institue la vie conformément à la loi de l'espèce. Et le ressort de l'institution de la vie humaine repose sur le déterminisme symbolique de l'animal parlant que nous sommes. Ce qui signifie que les fonctions des parents sont des fonctions symboliques. Les parents, chacun pour son compte et chacun à sa propre place, est en représentation comme en délégation d'une fonction plus générale qui les dépasse, l'un et l'autre parent. Il s'agit, insiste Pierre Legendre, de fonder le sujet humain à vivre. Et pour que l'individu vive humainement, il faut que quelqu'un en réponde, qu'un autre en réponde. Répondre, la responsabilité de répondre de la fonction du sujet humain, c'est la fonction généalogique. C'est un pouvoir lié à la parole et à la garantie de la parole. Ce détour par Pierre Legendre nous rappelle en effet que l'État, garant de ces places structurales de chacun au sein de la famille, détient un pouvoir généalogique. Ce qui signifie qu'il nous faut, à notre place, assumer ce pouvoir généalogique. Intervenir dans un cadre judiciaire ou administratif, c'est justement interroger les places de chacun et remédier, si besoin, à la confusion de ces places. Assumer en pleine responsabilité ces fonctions sociales et donc civilisatrices, c'est assumer d'être porteur de certaines normes. Toute action humaine est nécessairement normalisatrice. Pour autant, nous devons veiller à ce que cette fonction normalisatrice reste respectueuse des personnes, de leur mode de vie, de leurs conditions sociales, qui peuvent parfois entraver leur fonction parentale. Autrement dit, nous assumons cet aspect de contrôle social dans la mission de protection de l'enfance qui nous a été confiée. Nous assumons par cette part de normalisation qui participe de l'institution du sujet, et plus particulièrement du sujet du droit, qui est un enfant, mais assumer cette mission ne doit en aucune manière nous enfermer dans une posture de contrôleur, dans une position de domination à l'égard des parents et de leurs enfants. Tout l'art du travailleur social réside justement, en grande partie, à distinguer ce qui relève de sa fonction émancipatrice et des éventuelles dérives de la domination qu'il pourrait instaurer. La mise en œuvre de cette distinction fondamentale relève autant de la responsabilité individuelle de chacun, et donc de ses positions éthiques et politiques, que de l'institution qui missionne le travailleur social. Si pour sa part, le CNAEMO affirme en premier point dans son manifeste « L'intervention en AMO-AED vise des personnes et non des populations », c'est-à-dire que la prise en considération de chaque individu doit l'emporter sur la prise en charge des populations types, c'est que notre mouvement déclare que tout d'abord, et justement, qu'il s'agit de se prémunir contre toute fonction normalisatrice a priori à l'égard de certaines franges de population qui seraient nécessairement stigmatisées. Et qu'ensuite intervenir auprès des personnes et non de population, c'est réaffirmer, comme nous l'avons dit lors des assises de 2010 à Caen, la nécessité d'une posture clinique en AMO et en AED. Le CNAEMO a voulu démontrer qu'une mesure éducative en milieu ouvert, pour être efficiente, ne peut que s'établir dans un climat de confiance et donc par la prise en compte de la singularité des personnes. La clinique doit effectivement s'attacher à des situations spécifiques et donc non généralisables, nous rappelle Selkarts. En dehors de ces principes éthiques et politiques, il ne peut s'instaurer un processus de changement.
Et justement, si le changement n'opère pas dans les anomalies de la place structurale de l'enfant au sein de sa famille, sa place doit être sérieusement interrogée. D'autres garde-fous sont aussi à mettre en œuvre pour se prémunir de certaines dérives de domination. Il s'agit, comme nous l'avons rappelé l'année passée aux assises de Clermont-Ferrand, d'instituer des réunions d'équipes pluridisciplinaires régulières afin de permettre au travailleur social de toujours se distancier des situations qu'il suit, de lui permettre ainsi d'éviter toute projection normative ou jugement moral a priori. À cet effet, le travail interdisciplinaire est selon nous indispensable pour garantir une intervention socio-éducative respectueuse des cadres qui la légitiment et respectueuse des personnes. Au-delà de cette interdisciplinarité, il s'agit de mettre en œuvre une clinique transdisciplinaire de l'intervention sociale qui doit nous permettre de ne pas nous enfermer dans un seul modèle explicatif, un seul corpus théorique. Il s'agit de repérer en quoi nos interventions ne sont pas neutres, ne sont jamais neutres, en quoi nous sommes traversés, qu'on le veuille ou non, par des idéologies, des représentations, en quoi nos interventions s'instaurent, qu'on le veuille ou non, dans des rapports de pouvoir, et qu'il s'agit ainsi de repérer nos marges de manœuvre, dans lesquelles peut s'opérer une intervention sociale émancipatrice. En ce sens, l'équipe s'avère être le lieu où doit s'élaborer ce que nous appelons le normativement juste. L'équipe est en effet l'espace où doit pouvoir se débattre les controverses inhérentes à toute clinique de l'intervention sociale. J'en profite à ce sujet pour saluer la mémoire du sociologue Bernard M, qui nous a accompagnés durant quelques années dans nos recherches et réflexions au sein du CNAIMO et qui vient de nous quitter. Pour se prémunir d'un contrôle social de domination, d'une intervention inquisitrice, il nous faut repérer et distinguer les espaces qui sont en jeu, distinguer l'espace privé de l'espace public, l'espace social et l'espace symbolique, et prendre en compte l'inscription sociale des familles suivies. En effet, la prise en compte de la réalité sociale des personnes est une démarche de compréhension importante pour toujours considérer que les difficultés de ces personnes sont ainsi pour partie déterminées par les facteurs socio-économiques qui sont effectivement majeurs. Intervenir auprès des personnes dites pauvres nécessite en effet la prise en compte de leur situation socio-économique ou culturelle afin de ne pas abuser de notre pouvoir, de notre place symbolique qui peut être considérée comme supérieure. Une étude à cet égard en 2002, le rapport NAF-Catala, avait démontré que les enfants placés ne l'étaient pas pour des raisons socio-économiques. Cette étude répondait en fait à une réelle inquiétude de l'association ATD. Si ce rapport a pu relativiser ces inquiétudes, il a permis depuis que nous puissions travailler ensemble et avec ATD notamment, et une meilleure prise en compte de ces craintes qui sont aussi réelles. De nombreux services et associations se sont rapprochés localement de l'association ATD et cette association travaille maintenant avec nous au niveau national et notamment dans le cadre de la CNAP. C'est dire que nous avons toujours à apprendre et à entendre de ces associations et de ces familles. L'accroissement des problématiques de conflits intrafamiliaux nous conduit à intervenir de plus en plus dans les milieux sociaux plus aisés. Cette situation nous invite plus que jamais à repérer les différences de positionnement, voire de posture professionnelle qui peuvent advenir dans ces familles. Différences qu'il s'agit de repérer, d'analyser, afin d'en tirer les enseignements pour toujours améliorer, au sens éthique du terme, nos modes d'intervention. Pierre Jox, dans son dernier ouvrage, constate que 90% des personnes qui ont affaire à la justice sont pauvres. Ce constat doit nous interroger professionnellement, mais aussi politiquement, sur les modes de signalement et maintenant les modes de recueil d'informations préoccupantes. Une étude devrait être entreprise dans ce domaine afin de faire en sorte que les procédures de repérage ne participent pas de politiques de stigmatisation. La protection de l'enfance est une des missions, nous dit-on, les plus anciennes et incontestées de l'État social. Pourtant, les modalités de sa mise en œuvre sont régulièrement contestées quand un fait divers d'enfants maltraités est mis en exergue. Si notre système de protection de l'enfance est perfectible, dans l'intérêt de l'enfant et de leur famille, il ne faudrait pas que cette mission, aussi honorable et consensuelle soit-elle, participe d'un quelconque processus de naturalisation des différences, des difficultés, des inégalités sociales. En effet, les problèmes sociaux relèvent de notre responsabilité collective, alors que la naturalisation des faits sociaux est un processus éminemment dangereux qui ne peut que produire la mise en place d'un contrôle social beaucoup plus coercitif. L'évolution des politiques publiques qui met en avant la réactivation des dépenses sociales, une toujours plus grande rationalisation, une réduction des coûts sociaux au nom des grands équilibres budgétaires, cette injonction à l'autonomie, à l'autocontrôle, à l'entreprise de soi-même, cette détestable attaque croissante contre tout processus d'assistance qui est réduit pour mieux le dévaloriser en processus d'assistanat, sont probablement les bases de nouvelles formes de contrôle social qui pourraient nous faire dériver vers des missions éloignées de nos valeurs
et dans notre conception humaine et émancipatrice du travail social. Le CNAEMO se doit de rester vigilant, toujours en alerte face à ces dérives. Le CNAEMO sera toujours aux côtés de ceux qui ne se résignent pas, de ceux qui refusent de faire de la protection de l'enfance une quelconque police des familles. Il en va de l'avenir de notre solidarité républicaine. Je vous remercie.